Bonjour. Bonjour. On y va? On y va, oui. Vous allez bien? Très bien, merci vous-même. Très bien, merci. Audrey a 33 ans et souffre de vertige. Pour soigner sa peur du vide, elle suit depuis 7 mois une thérapie un peu particulière. Vous êtes prête? Oui, À vous de jouer? merci. Une plongée dans la réalité virtuelle. Très bien, prenez votre temps. Alors fermez les yeux parce que je vais vous mettre directement... Dans son champ de vision, des images de synthèse qui reconstituent un univers en 3 dimensions. Elle se retrouve virtuellement sur une passerelle à 18 mètres du sol, face à la peur qui hante son quotidien. Donc là, allez-y. Voilà, et tranquillement, donc, vous traversez la passerelle. Pensez à vous arrêter de temps en temps pour observer les paysages, Oui. évaluer la hauteur. Une télécommande lui permet de faire défiler le décor, comme si elle se déplaçait réellement. Ne cherchez pas. Ce qu'elle voit dans le casque dépend des mouvements de sa tête. On se croit au 3e étage, là. Vous êtes tendu, madame? Un peu tendu, oui. Même si vous savez que vous êtes dans un bureau avec un casque virtuel sur la tête? Oui, même pour cela, oui. Parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans la réalité et de vivre toutes ces expériences. Audrey est guidée par le docteur Malbos, le premier psychiatre en France à avoir eu l'idée d'utiliser dans le domaine médical ces casques habituellement destinés aux jeux vidéo. S'habituer aussi à l'anxiété que vous pouvez ressentir. Oui. L'intérêt de cette méthode, c'est de plonger la personne dans un environnement virtuel qui représente ce que la personne redoute, les hauteurs, l'avion, les autoroutes, le sang, par exemple, la conduite. Mais ici, pas dans la réalité qui est trop difficile à affronter, mais en réalité virtuelle, ce qui permet au patient d'avoir une étape intermédiaire. Il a alors le courage d'affronter ces situations qu'il évite en général. Audrey en est à sa 14e séance. Ce jour-là, elle réussit à traverser la passerelle, chose impensable il y a encore quelques semaines. C'est bon, on arrête là? Très bien. Oui. Eh bien, c'était une très bonne session, hein. Je vais vous aider à enlever le casque. Merci. Donc on y va doucement. Voilà. Hop. Et bienvenue dans la réalité. Bientôt, le docteur Malbos la confrontera pour de vrai à sa peur du vide. Depuis 2012, ce psychiatre a traité 700 patients avec ses casques 3D. Peur de la conduite, des tunnels, des transports en commun, il propose pour chaque phobie des univers virtuels adaptés pour guérir ses patients des peurs irrationnelles qui détruisent leur quotidien. Allez. Allez. Martine, 65 ans, est institutrice à la retraite. Allez, ne pleure pas. Allez, on va à la mer. Allez. Elle souffre d'amaxophobie, la peur de conduire. Un traumatisme dû, selon elle, à son ex-mari, dont la conduite trop rapide l'effrayait. Martine arrive à prendre le volant, mais elle est incapable d'aller sur l'autoroute. On va promener. Aujourd'hui, elle aimerait emmener sa fille et son petit-fils à la plage. Là, on arrive sur l'autoroute. Mais à l'approche du péage, Je sens le... Je respire un peu plus difficilement. palpitations, étourdissements, muscles qui se tendent, les symptômes habituels chez les 8% de Français souffrant de phobie. Non, je crois que je vais pas pouvoir là. Arrête-toi. Je vais m'arrêter là, tu fais le... Je Oui, peux pas là, arrête-toi. franchement, je peux pas. Oui. Je vais Martine est victime d'un début de crise de panique. Attends 2 minutes. On dirait que j'ai échappé à un danger. Eh oui, je le Bon, allez, ça va aller. Je sens que si je conduis, je peux vous tuer tous là. Vous avez peur de perdre le contrôle de la voiture? J'ai peur de perdre le contrôle de moi. Sonnée, elle laisse le volant à sa fille, Céline. Ça vous épuise? Ah oui, c'est fatigant. Notre corps ne nous obéit plus, quoi, voilà.
On ne peut pas dire ben, je fais baisser les battements de mon cœur, j'arrête mes mains de trembler, ça on ne sait pas le faire. Cela fait 3 ans qu'à chaque tentative de prendre l'autoroute, c'est l'échec. Regarde, Vaille. Martine a pratiquement tout tenté pour vaincre cette phobie. Ben, je suis allée voir des psychologues, des neurologues. On m'a fait électroencéphalogramme, scanner, IRM du cerveau. Je me suis même fait faire de la réflexologie plantaire. Quand on est mal, on essaie tout quoi, pour se soulager. Et puis quand rien ne marche, ben, on se retrouve démunis. Alors le traitement par réalité virtuelle, c'est un peu sa dernière chance. Le lendemain, elle a rendez-vous à l'hôpital de la Conception pour sa première séance. C'est par ici, dans la bibliothèque. Le cœur du savoir, justement. Autour de la table, 4 patients phobiques comme elle. Jean-Christophe ne peut plus passer sur un pont. En voiture, quand je conduis, c'est quasi impossible. Et à pied, je peux plus. Alors que j'ai traversé bon nombre. Gérard, lui, de ponts. redoute les espaces clos. Moi, c'est les avions, les trains, les bus, métro, le tunnel, parking souterrain. D'accord. Le docteur Malbos ne leur distribue pas tout de suite les casques 3D. Ce serait trop violent. Il doit d'abord les préparer. Je vais vous apprendre comment gérer vos émotions, hein, comment changer votre façon de penser, comment vous relaxer, quoi faire quand vous êtes paniqué. Donc on y va, on inspire et on gonfle le ventre. 4 séances préparatoires comme celle-ci seront nécessaires. La phobie est une maladie psychiatrique comme la dépression. Cette thérapie est entièrement prise en charge par la sécurité sociale. En relâchant les épaules. De tout le groupe, Gérard, 52 ans, est le plus atteint. Encore une fois, Il a été reconnu travailleur handicapé à cause de ses phobies. Tout a commencé par une crise de panique dans un ascenseur en panne. Bonjour. Bonjour. Puis d'autres phobies ont envahi son quotidien. Impossible aujourd'hui de prendre les transports en commun. Il n'utilise que des taxis pour ses allers-retours à l'hôpital. On va essayer d'éviter les tunnels. D'accord, ce sera un peu plus long, mais c'est pas grave. Pas de souci. Son handicap a bouleversé sa vie familiale et professionnelle. Gérard est même incapable de voyager. Tiens, regarde, le Twin Tower. C'est moi qui l'ai prise. Il n'y a plus les Twin Towers, puis moi, je peux plus y aller. Depuis 10 ans, Gérard a disparu des photos de vacances. Sa fille et son épouse Ingrida ont dû s'habituer à partir, sans lui. Ouais, c'est bien. On vit un peu comme une famille divorcée, on peut dire, parce que quand on doit soit partir en vacances, donc forcément on part sans Gérard, même si c'est un week-end, je sais pas, n'importe où. Ah ouais, N'importe où. même les week-ends, c'est pas facile. Hein. Miné par ses phobies, il a perdu son poste de cadre dans la finance il y a 7 ans. Au chômage, il dépend des revenus de son épouse, qui travaille comme directrice commerciale. Je me sens bien en deçà de ce que je devrais apporter au couple, hein, déjà financièrement, et puis dans le regard d'un enfant vis-à-vis de son père, d'une femme vis-à-vis de son mari, c'est compliqué, quoi. Je veux dire, c'est très compliqué. Ce matin, il retrouve le docteur Malbos pour sa première séance de réalité virtuelle. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Oh, vous êtes allé chez Ensemble, ils vont commencer par s'attaquer à sa phobie de l'avion. Vous préférez commencer par un avion vide ou alors moitié plein ou plein? On peut commencer moitié plein. S'il y a un problème, je peux enlever le casque. Quand vous voulez. Vous avez la liberté d'enlever le casque quand vous voulez. Ah bah, Ça vous rassure, ça? ouais, enfin, je sais pas trop ce que ça va donner, mais le fait de se dire, bon, on arrête la chose, c'est... ouais, ça me rassure. Ouais. Très bien. Faites la mise au point. Prenez votre temps. Hein. Je vois un long tunnel hein, pour aller probablement vers l'avion. Très bien, c'est parfait. Donc là, vous êtes dans le transborder. Radio le Stewart.
Vous pouvez maintenant prendre votre place. Vous êtes à l'avant-dernière rangée à droite. Une place au fond de l'avion pour renforcer la sensation d'enfermement. Le siège près du hublot. Allez, sur votre siège. Voilà, je vous tiens. Voilà, asseyez-vous. C'est très bien. Quel est votre niveau d'anxiété maintenant? L'angoisse commence à monter, mais Gérard tient bon. Lors de leur première séance, de nombreux patients ne parviennent même pas à entrer dans l'avion. La piste est maintenant dégagée. On va décoller. Chez les phobiques, la panique se déclenche alors même qu'il n'y a aucun danger objectif. C'est ce mauvais réflexe que la thérapie va corriger. La 3D va permettre de reprogrammer le cerveau en douceur. C'est l'atterrissage. Vous êtes arrivé à l'aéroport de Los Angeles. C'est loin, hein? Le vol virtuel a duré 40 minutes. Très bien, félicitations, hein, très beau travail. Vous avez fait toute la procédure en fait de vol. Gérard devra encore se plier à une dizaine de séances. Asseyez-vous. Hein. J'angoisse la première fois où il faudra que j'essaye réellement. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis encore dans cette étape. Ce qui est normal. Mais quand ça vous arrivera, vous aurez déjà imprimé dans votre mémoire tout ce qu'on aura fait ici. Et ça va ressortir automatiquement, comme un entraînement si vous voulez. Ah ouais, c'est bien. C'est bien. Selon les dernières études médicales, 80 à 90% des patients traités grâce à la réalité virtuelle parviennent à dominer leur peur. Pas prochain, dans 15 jours, pardon. Le docteur Malbos vit à la Seine-sur-Mer, à 1 heure de Marseille. C'est ici que ce passionné de science-fiction conçoit lui-même les univers virtuels pour ses patients. Il n'a aucune formation de graphiste. Il a appris seul, sur Internet. Aujourd'hui, il doit créer un insecte virtuel pour une patiente apiphobe, phobique des abeilles. Je vais en fait la construire avec 3 parties et après je vais les coller ensemble. Et parfois il y a des demandes très originales. Hein. Par exemple, il y a une personne qui est venue me voir parce qu'elle a peur de vomir et elle a peur des vomissements. Elle a peur de voir les autres vomir. Du coup, aussi délirant que ça puisse paraître, je vais devoir créer un environnement virtuel avec du vomi par terre et sur les murs. Son statut de médecin-chercheur lui permet de consacrer 2 jours par semaine à développer ces mondes de synthèse, en étant payé par l'hôpital 3 700 € net par mois. On voit donc les ascenseurs isolés en fait, hein, ici. Après, il me suffit de rajouter l'immeuble, hein, on voit la différence. Et là... En 10 ans, il est passé maître dans l'art de provoquer l'anxiété. Un ascenseur, je vais faire exprès de le créer petit, étroit, avec des panneaux un peu rouillés pour faire penser qu'il est un peu vieux, vous voyez, et réveiller la peur de la panne. Là, par exemple, on a le cinéma. Il imagine des décors, mais aussi des scénarios. Les claustrophobes se mettent souvent en fin de rangée pour sortir facilement. Donc en le mettant en milieu de rangée, là encore, on a un facteur qui va aggraver l'anxiété. Et en plus, en amenant des avatars, dont des personnages à droite et à gauche qui s'assoient, le phobique est angoissé. Aujourd'hui, c'est au tour de Martine de porter le casque pour la première fois. Elle n'en a pas dormi de la nuit, et ce malgré les exercices de relaxation. Je me disais, je suis calme, de plus en plus calme, très calme. Et bon, c'était pas vrai du tout, quoi. Vous montrez, on va pouvoir commencer la session, allez-y. Martine s'installe à un poste de pilotage grandeur nature. Donc, embrayer, passer la première. Ce logiciel, le docteur Malbos ne l'a pas conçu lui-même. Normalement, il sert à s'entraîner au permis de conduire. Tournez un tout petit peu à gauche pour éviter les poteaux. La prise en main est un peu chaotique. Ralentissez vos gestes. Prenez votre temps, personne ne vous attend, il n'y a pas d'autre voiture, profitez-en. Après quelques minutes d'adaptation... Là, vous êtes sur l'autoroute, ça y est. Ouais, donc vous avez 3 voies en fait, rien que pour vous. Sans aucune autre voiture, comme Martine l'a demandé. Là, je suis pas anxieuse. Quand je conduis en vrai, je pense qu'à ne
pas être stressée. Tandis que là, pour le moment, je vois le paysage. Je vois le ciel, je vois les arbres. Maintenant, je sais que ça va fonctionner. Et même si c'est que virtuel, j'ai pu aller sur l'autoroute. Donc pour moi, c'est déjà une petite victoire. Tous mes compliments. Vu les progrès accomplis par Martine dès cette première séance, le docteur Malbos estime qu'elle n'aura besoin que de 3 autres rendez-vous avant de se lancer sur l'autoroute, la vraie, celle qui mène à la plage. Du virtuel à la réalité. Un cap que va franchir Audrey, la jeune femme qui a le vertige depuis des années. Voilà, bienvenue dans la réalité. Oui. Alors maintenant, tout doucement, marche par marche. D'accord, très On y bien. va. De temps en temps, Direction, le 3e étage de l'escalier de service de l'hôpital. Il lui aura fallu 14 séances de simulateur pour en arriver là. Vous êtes déjà monté si haut? Jamais, première fois. Et alors? Et alors je me sens presque bien. Est-ce qu'il y a une rambarde devant nous? Oui, il y a une rambarde, Il y a oui. une rambarde. Est-ce que c'est solide? Mais tout est solide. Conclusion, que va-t-il se passer? Rien. Je vais rentrer chez moi. Voilà. Redescendre et rentrer chez moi. Et c'est ce qu'on va faire. Oui. Bravo. Merci. Aujourd'hui, le docteur Malbos n'est plus le seul à utiliser la 3D. 5 hôpitaux et une 50aine de cabinets médicaux en France proposent cette thérapie. Il a fallu du courage à Dominique Hébert pour accepter d'être filmé. Il y a peut-être des personnes qui vont automatiquement me regarder de travers après avoir vu le reportage. Et quel genre de jugement il pourrait porter sur vous d'après vous? Dire que je suis un handicap, que je suis un handicapé, et à partir de là commencer à m'insulter. Quand j'étais plus jeune, c'était classique avec les enfants, c'était du genre dire que j'étais trisomique par exemple. Dominique est atteint d'une forme d'autisme appelée syndrome d'Asperger, qui toucherait en France entre 50 et 70 000 personnes. Des autistes qui n'ont aucune déficience intellectuelle, mais une multitude de symptômes, parmi lesquels une élocution particulière et une angoisse face à l'inconnu. Inquiet sur cette route qu'il ne connaît pas, Dominique va rater 2 fois le même embranchement. Voilà, j'en étais sûr. Et voilà. Remarquez, voilà. Et voilà, c'est ça. Bon, c'est parti pour 3 km de détour. À 25 ans, il vient de quitter ses parents et sa Bretagne natale pour s'installer à Nice, où il a trouvé un travail d'informaticien. Aujourd'hui, c'est le début de son contrat chez Avencode. Bonjour. Bienvenue. Merci. C'est le premier jour alors? Ah ouais, le début. Je vais vous conduire jusqu'au bureau de Laurence qui va vous accueillir. Une start-up fondée par Laurent Delannoy et sa femme, Laurence Weinberg, qui conçoit et teste des applications numériques. On va rentrer. Bonjour monsieur Hébert. Bonjour. Allez-y. Moi également. Après un CDD à Brest, Dominique va signer pour la première fois un CDI. Malgré un master en informatique très recherché, et contrairement à la plupart de ses camarades de fac, personne ne lui en avait encore proposé. Vous êtes embauché à temps plein donc pour 35 heures par semaine. Alors vous devez être vos initiales en bas de chaque page, recto. C'est une association d'aide aux autistes Asperger qui l'a mis en contact avec Avencode. Il ne veut pas donner son salaire, mais ici on est dans la fourchette du marché, 1 200 à 2 000 euros net par mois. Voilà, donc on en a fini. On va aller rencontrer les équipes maintenant. Le taux de chômage des Asperger est inconnu en France, mais tous les témoignages montrent qu'ils ont beaucoup de mal à trouver un travail. Avencode est l'une des rares sociétés françaises à les embaucher. Elle est ce qu'on appelle une entreprise adaptée. Dominique. Ces 10 salariés ont tous un handicap, et parmi eux, 6 sont touchés par le syndrome d'Asperger. Ce qu'on va faire, je vais vous laisser vous installer. Comme Olivier, le nouveau voisin de bureau de Dominique. Il y en a qui ont quelques comportements un peu spécifiques là, dans l'équipe. Alors qu'il y en a qui ont leur petite manie ou autre, ou manière. Tu verras avec Cyril, il a une hypersensibilité. C'est ce qu'on a dit, à l'odeur, c'est ça? À l'odeur, à la lumière.
pas mal de choses. Moi, de mon côté, pas trop. Enfin, c'est plus au niveau de la communication que j'ai quelques difficultés, mais c'est tout. Malgré leur handicap, pour communiquer et s'adapter à l'inconnu, les autistes Asperger peuvent être très performants au travail. Grâce à un souci du détail, un perfectionnisme quasi obsessionnel et un goût pour les tâches répétitives, ils acquièrent souvent un talent hors du commun dans les domaines scientifiques, notamment en informatique. Dans l'arrière-pays niçois, vit l'un des informaticiens d'Avencode. 25 ans, passionné de jeux vidéo, Jérôme habite chez ses parents. Ses soirées, il les passe sur son ordinateur jusqu'à épuiser tous les scénarios des jeux. Vous êtes bon à ce jeu, non? Je l'ai fini quelques fois. Fini carrément? Oui, fini. Si je m'y mets vraiment, en 2 jours, je le finis le jeu. Bon. Mais comme beaucoup d'Asperger, il est un peu perdu dès qu'il s'éloigne de ses centres d'intérêt. Sa mère l'a poussé à être autonome à 19 ans, mais ça n'a pas été concluant. Quand il allait faire ses courses, eh ben, il y allait peut-être 3-4 fois dans la journée. C'est-à-dire qu'un coup, il partait, il allait acheter les pains au lait. Après, il revenait, il s'apercevait qu'il n'avait pas pris, je sais pas, le chocolat. Donc, il repartait chercher le chocolat. Et puis, il avait oublié le sel. Il repartait chercher le sel. Voilà. Et parce qu'il n'arrivait pas à généraliser, enfin, à se rendre compte de ce qu'il avait besoin. Donc, on va regarder les photos. Jusqu'à tout récemment, la mère de Jérôme, gouvernante, et le père, réparateur électronique, ont vécu dans l'ignorance du handicap exact de leur fils. Ils avaient juste constaté depuis longtemps qu'il était différent. Donc ça, c'est Jérôme tout petit, avec sa mamie. Quand il était petit, il faisait beaucoup de colère. C'est-à-dire, il tapait des pieds, il pleurait. Et nous, on pensait que c'était des gros caprices, en fait. Parce que quand il faisait des colères comme ça, des fois, la seule solution qu'on avait, c'était de l'attraper tout habillé et de le mettre sous la douche froide. Parce qu'il n'y avait rien d'autre qui calmait. Il se faisait mal. Mais il se faisait vomir, mais il allait loin dans son truc. Il tapait, il faisait vibrer le sol, il était vraiment... C'était quand même assez violent. Et il n'y a que la douche froide, bon, c'était très violent, hein, mais on avait trouvé que cette solution-là pour le calmer. Les médecins disaient, bon, il est capricieux, c'est un enfant, bon voilà, pour eux c'était normal, c'était normal. Jérôme grandit tant bien que mal. Il révèle bientôt un talent pour les jeux de construction et le modélisme. Dans la famille, il reste à l'écart, comme sur cette photo avec sa mère et son petit frère. Main derrière le dos, il évite les contacts physiques avec eux, un comportement fréquent chez les autistes. Ça vous a manqué quand même de ne pas pouvoir le serrer dans les bras, non? Oui, un petit peu, oui, bien sûr, mais après on a compris que en fait, le contact, ça le gênait. Donc pour son bien-être à lui, on a accepté, quoi, disons. Il sait qu'on est là, mais on sait très bien que de la part de Jérôme, on n'a pas à attendre de câlins. On ne demande plus. Aujourd'hui, voilà. on n'est plus demandeur de ces câlins. À l'école, il travaille bien, mais il n'a pas d'amis. Il n'y avait qu'un copain qui était venu pour son anniversaire. Et pour ses 6 ans, 7 ans, on avait fait donc un anniversaire. Donc on avait essayé d'inviter pas mal de gens de sa classe. Et puis et Jérôme s'est quasiment ennuyé tout l'après-midi. Les autres enfants se sont amusés, se sont divertis. Et lui, il est resté quasiment tout seul. C'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est dit, pourquoi il ne s'amuse pas, quoi? Pourquoi il n'arrive pas à jouer avec les autres enfants? Et pourtant, on pensait que c'était ses amis, mais voilà. Mais il n'était pas triste, je pense pas. Mais il n'est pas triste, Jérôme. Je veux dire, le fait d'être seul, il n'est pas... quand on lui demande, il nous dit non, je ne suis pas triste. Enfin, je suis pas... je me sens pas mal, quoi. Tiens. C'est en regardant une émission de télévision il y a 3 ans que les parents de Jérôme ont compris que leur fils était Asperger. Après des tests psychiatriques, ils ont enfin pu mettre un nom sur sa différence. Il avait 23 ans. Vous avez senti quoi quand on vous a dit vous êtes autiste Asperger? Déjà de savoir. Ça vous a fait du bien, ça? J'ai à savoir pour pouvoir gérer simplement les problèmes. Tu nous as dit qu'au fond de toi, tu avais toujours su que tu étais plus ou moins différent. Oui. Tu as toujours senti que par rapport aux autres, tu avais une... Oui, à la façon de raisonner, de faire les choses. Malgré une licence en
Jusqu'en octobre 2015, date à laquelle, enfin diagnostiqué, il a trouvé sa place chez Avencode, l'entreprise informatique niçoise. Sa chef, Isabelle, a le même syndrome. Une seule année. Ouais, non, ça, tu prends pas ça. Dans le passé, elle a travaillé avec ceux que les Asperger appellent des neurotypiques, autrement dit des non-Asperger. Mais elle avait beaucoup de mal avec eux. Parce qu'avec les autres, les neurotypiques, c'est plus difficile de communiquer. C'est plus fatigant parce que la communication n'est pas la même. Et donc, il faut trouver le canal de communication commun. Donc vous auriez des exemples qui vous ont posé problème dans la vie professionnelle? Oui, c'est pas... Et voilà justement un exemple. D'accord. Ok, bon, j'ai pas de soucis. Bon, c'est le bug, c'est les fameux blancs. Oui, les fameux blancs des Asperger. Ça, vous les connaissez, vous en êtes consciente qu'il y a des fois comme ça des blancs? Oh, bah, tout le temps, avec les neurotypiques, entre nous, il n'y a pas trop de blancs. On est plutôt bavards entre nous, il n'y a pas ce genre de choses, mais... Parce qu'il n'y a pas de question trop large, en fait, entre non, c'est direct, c'est A plus B égale C, ou A plus B égale C, point d'interrogation. Enfin, oui, non. Tu l'as regardé, celui-là, ou pas? Centrée sur l'efficacité, la communication des Asperger s'affranchit des formules de politesse, comme l'incontournable « Salut, ça va ?» Je réponds même plus, moi, avec le neurotypique, grosso modo, parce que, de toute façon, je sais que la réponse n'est même pas écoutée, et donc pas entendue, et donc pas traitée. Donc perte de temps. Les symptômes d'Isabelle sont moins visibles que ceux de ses collègues. Pour des raisons mal connues, les femmes Asperger sont souvent moins inhibées que les hommes. Attention. Mais Isabelle a ses failles, elle aussi. À 45 ans, elle habite seule dans cet immeuble du centre-ville. Chez elle, pas de télévision. Elle vit avec ses livres, beaucoup sur la psychologie, son centre d'intérêt depuis toujours, qu'elle a étudié pendant 5 ans à l'université. Ça, c'est quand je faisais mes études, Foundations of Exercise Psychology. Ça, c'est la psycho-cognitive pure. Ça, c'est sur l'alimentation, voilà. Alors, ce qui vous a conduit à vous intéresser à la psychologie, c'est quoi? C'est vos propres difficultés à vous? Je pense, oui, et en général, d'ailleurs, les Asperger, filles, parce que c'est surtout les filles qui s'intéressent à la psychologie, ont un axe, c'est pour se comprendre soi-même, je pense, souvent. Elle a fait toutes sortes de boulots. Commerciale dans les revêtements de sol ou prof de français en Chine. Elle a dépensé à chaque fois une énergie colossale pour s'adapter aux neurotypiques. Et elle a toujours fini par jeter l'éponge. Depuis qu'elle est enfant, Isabelle vit dans son monde, en retrait des autres. Sur les photos, elle ne sourit pas, mais elle se souvient d'avoir été heureuse. À l'adolescence, elle est attirée par les garçons, mais elle comprend que les relations amoureuses sont trop compliquées pour elle. Depuis, ses liaisons avec les hommes ont toujours été éphémères. Dans les expériences que vous avez eues, qu'est-ce qui s'est mal passé? Tout. Non, pas tout. Enfin, c'est compliqué. Il faut tout le temps l'autre ajuster. C'est toujours pareil. Quand on n'a pas envie de parler, il faut parler quand même. L'interaction tactile, faire de la conversation. Enfin, je sais pas, c'est quoi? C'est hyper compliqué, hein, le système relationnel, je trouve. L'émotion de l'autre, le gérer. Il n'y a pas de constante. Donc s'il n'y a pas de constante, c'est un truc qu'on ne peut pas... prévoir. On ne peut pas prévoir, on ne peut pas machin. Donc c'est le truc qui part dans tous les sens, tout le temps. Donc c'est l'horreur, en fait. Mais quand vous parlez de l'aspect tactile, c'est vrai qu'on dit toujours que les autistes, en général, ne veulent pas être trop touchés. Donc vous, par exemple, oui. Ça vous manque pas de ne pas être touché? Ah ben non, bien au contraire. Et même toucher l'autre, c'est compliqué. Hein. Ah oui. Donc les odeurs, l'autre, non, c'est compliqué. Et puis, quand l'autre veut, non. Comme tous les Asperger, Isabelle a une vie réglée à l'extrême. La foule et le bruit l'angoissent, alors tous les soirs, elle fait ses courses en bas de chez elle, dans une supérette bio où il n'y a jamais trop de monde. C'est presque un rituel. C'en est un. Un poireau, 2 radis noirs, une patate douce, pas 2, une. Ah d'accord. Le rituel,
c'est aussi tous les soirs d'écouter en boucle la même musique pendant des heures. Comme celle-ci, dont le rythme régulier l'aide à décompresser depuis plus d'1 mois. Mais cet équilibre, fragile, est toujours menacé par les imprévus. C'est ce qui va se produire ce jour-là. Isabelle accompagne son patron Laurent chez un client potentiel. Bonjour. Quant, une start-up française basée à Nice, veut concurrencer Google sur la recherche Internet. Ses dirigeants envisagent de faire appel à la société de Laurent pour tester leur application mobile. Isabelle m'accompagne toujours dans les kick-off meetings en tant que responsable, ou coach, pardon, pas responsable, mais coach de l'équipe Talents at Work. Mais dans la présentation de son entreprise, Laurent va utiliser une expression à propos de ses salariés Asperger qui va la déstabiliser. Travailler ensemble, nos collaborateurs étant des personnes ayant un trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle. Autiste sans déficience intellectuelle. Isabelle note immédiatement l'expression sur un post-it. Je propose de passer une grille déjà pour voir l'état actuel de l'ergonomie. Face à ses interlocuteurs, elle ne montre aucun trouble. Mais à la fin de la réunion, nous essayons de savoir pourquoi elle a tiqué. L'état actuel de l'application. Vous aviez réagi quand Laurent a parlé d'autiste qui n'a pas de déficience intellectuelle. Ah oui, j'ai noté ça aussi, effectivement. Je l'ai noté là, mais j'ai caché. En fait... D'habitude, il dit autiste avec déficience intellectuelle, donc là, c'est rassurant. Mais si j'entends déficience, du coup, ça me dérange. Puisque, c'est une question d'habitude. Du coup, j'étais un peu mélangée dans mes paramètres. Et je me suis demandé qui suis-je, finalement. Carrément, ça vous a remis en cause à ce point-là, quoi. Sans déficience au lieu de avec efficience. Pour Isabelle, ce changement minime de vocabulaire est compliqué à gérer. Le lendemain matin, elle a rendez-vous chez Avencode avec une psychologue. Alors, Isabelle, vous êtes capable de le faire, mais il y a un effort, il y a un Exactement. Spécialiste des Asperger, Andrea Santos vient ici tous les 15 jours pour évaluer l'équilibre psychique des salariés. Se mobilise. J'ai eu un petit bug hier, justement, en réunion. Je l'ai même fait la boucle hier soir. Bref. Tourner en boucle sur des questions en apparence anodines, un problème typiquement Asperger. Pour l'aider à passer à autre chose, la psychologue va choisir ses mots avec précaution. Sans déficience intellectuelle. Je pense que pour vous, ça pourrait être plus optimal si vous l'avez pris pour une maladresse de langage sans un impact trop significatif. Oui, c'est une grande problématique, parce que moi j'aime bien, tu parles de quoi, tu parles précisément. Enfin, de quoi sinon, tu parles pas, moi, des sujets que je connais pas. Il faut accepter, à un moment donné, que on puisse, par moment, ne pas faire les choses de façon aussi précise. Oui, mais je me suis dit aussi comme... oui, non, mais ça, oui. C'est toujours pareil. Oui. Ça vous a soulagé ce qu'elle vous a dit ou pas? Évidemment, mais souvent, ouais. D'ailleurs, j'ai appelé la dernière fois aussi Andrea pour une autre chose, autre boucle, et pareil, des blocages. C'est du coup nécessaire de la voir. Oui, parce que je vais pas me faire 3 jours de boucle sur un truc de client ou une semaine, des fois c'est 15 jours et je t'en finis plus, et pour un truc d'incohérence, vous voyez le truc que c'était. Du champ des... Qu'est-ce qui... Les Asperger doivent vivre dans un monde qui ne fonctionne pas comme le leur et qui souvent les épuise. Il y a un effort d'adaptation qui est fait pendant très longtemps, jusqu'à un moment où le seuil, moi j'ai l'impression que c'est le seuil de tolérance, il est dépassé, et là il y a une rupture. Et il se passe quoi dans ce cas-là, quand le seuil de tolérance est dépassé? Un point de non-retour. Et les niveaux d'anxiété sont très élevés. C'est vécu presque comme une situation un peu... assez traumatique. Et souvent, c'est ce qui met fin à des projets professionnels. C'est bon, Jérôme, on peut commencer. Les interventions de la psychologue sont payées par l'entreprise, qui reçoit 3 000 € par mois de l'État pour l'insertion des handicapés. Allez-y, installez-vous. Des entretiens facultatifs,
accepté sans difficulté par les salariés. Alors, on va commencer comme d'habitude. Vous prenez pas de café, non? Monsieur Tchirouti. Mariés avec 2 enfants, les 2 patrons rêvaient depuis des années d'une aventure professionnelle en commun. Laurent était informaticien, il connaissait les capacités des Asperger. De personnes autistes dans les grandes entreprises. Il me traîne pas parce que j'aimerais bien le mettre en place le 1er janvier. Laurence, elle, travaillait dans le social et voulait continuer dans cette voie. Après 18 mois d'existence, leur projet est un succès et l'entreprise bénéficiaire. Il y a des contrats qui vont rentrer, il faut avoir les salariés en face. Donc Et 11 CV qu'il faut que je recontacte là. Même si gérer les employés Asperger n'est pas toujours facile, le couple a l'impression d'avoir appris à leur contact. Ils sont beaucoup plus directs que nous, beaucoup plus dans le détail aussi. Et donc, moi, je m'aperçois parfois, avec mon fils, par exemple, qui a 6 ans, qu'au lieu de lui mettre justement dans la communication plein de sous-entendus, je vais être beaucoup plus directive, beaucoup plus... Vous êtes devenue plus franche avec vos enfants? Et avec votre mari aussi? Oui. C'est une question piège. Je réponds oui devant la caméra. Non, mais je pense que oui. Pour Dominique, Isabelle, Jérôme et tous les autres Asperger, l'intégration professionnelle est une première victoire qui leur permet de mieux s'adapter au monde extérieur, y compris après le bureau. Grâce à un site internet, Isabelle a réussi à se créer un cercle d'amis 100% neurotypiques. Cinémathèque, t'as vu des trucs Même si pour cela, elle a dû se faire un peu violence. Au départ, j'ai beaucoup travaillé sur la variable amie, effectivement, mais l'effort est transformé en plaisir, en fait. C'est devenu autre chose. Par contre, quand je veux pas les voir, ils le savent. Ils le savent très vite, de toute façon. C'est oui ou non. Le truc que j'aime bien, c'est qu'elles ne mentent jamais et que c'est toujours clair, net et précis. Ça, c'est très différent des neurotypiques. Et moi, j'aime bien. Et oui, les petits bugs, maintenant on connaît. Les bugs. Les bugs. On laisse tomber après. Et sinon, on fait des sorties normales. Ils se disent, oh, c'est la petite handicapée, c'est bon, on laisse tomber. Non. Comme pour les autres formes d'autisme, les causes exactes du syndrome Asperger restent mal connues. Ceux qui en sont porteurs ne pourront jamais le faire disparaître, juste apprendre à vivre avec.